2024 est là, synonyme de renouveau et d'opportunités. Peut-être avez-vous cette année des projets, des résolutions pour changer votre vie professionnelle. Alors les amis, pensez au parcours Chance. Chance, fidèle partenaire de Métamorphose. Chance, c'est ce bilan de compétences qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, redéfinissez vos objectifs et retrouvez ce qui vous anime vraiment avec un coach dédié. Chance, c'est aussi une communauté engagée qui est là pour vous soutenir, vous épauler et vous ouvrir son réseau. Et en prime, le parcours est 100% finançable grâce au CPF. Alors les amis, je vous invite peut-être à surfer sur l'énergie de la rentrée et des bonnes résolutions pour cette fois-ci vous mettre en action. Rendez-vous immédiatement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Grandir, changer, se transformer, devenir la meilleure version de nous-mêmes, autant de termes qui peuvent être pris comme des injonctions, notamment dans l'univers du développement personnel. Loin de ça, mon invité du jour nous renvoie sans cesse à notre plus grand pouvoir, celui de choisir, de faire le pas de côté et d'élargir notre point de vue. Inclassable, penseur contemporain, philosophe autodidacte, il répand à travers ses stages, livres, vidéos et conférences une parole clairvoyante, singulière et vivifiante. Auteur de Ton autre vie aux éditions Erol, c'est un habitué de l'émission puisque je le reçois chaque début d'année pour démarrer la nouvelle saison de Métamorphose, la 6e en l'occurrence. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il est accompagné d'un invité surprise, son agent de sorcier qui chemine avec lui et surtout aide leur public à gagner en autonomie. Alors avec mes invités, nous allons nous poser la question de nos résistances face au changement. Qu'est-ce qui fait qu'on aimerait changer, mais qu'on ne change pas? Je vous garantis, il n'y aura pas de langue de bois. Alors, des bonnes résolutions de début d'année, je suis ravie d'accueillir Franck Lobvet et Arnaud Lecanu. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne. Et bonne année 2024 à tous. Ça y est, c'est Franck qui a pensé cette fois-ci. Oui, non, ça y est. Bonne année à tous. Ouais, bonne année à tous. Alors justement, j'aime bien recevoir Franck en début d'année pour les bonnes résolutions, puisqu'on parle d'injonction et que Franck, t'es pas trop monsieur injonction, justement. T'es un peu à rebours de cette parole du développement personnel. Il faut que, je dois que. Et j'ai eu envie aujourd'hui d'inviter Arnaud Lecanu. Tu te dis agent de sorcier, toi Arnaud, c'est ça? Ça, c'est un de mes amis qui s'appelle Nicolas, qui est designer, et qui me dit, mais en fait, toi, ce que tu fais, t'es agent de sorcier. Mais d'où ça sort, ce truc-là? C'est Nicolas, je te dis. Et du coup, ça fait de moi un sorcier? Oui, mais attends, j'ai ma propre définition du sorcier. Ah, okay. Le sorcier est pour moi celui qui est capable d'induire une transformation chez l'autre. Donc, vous le trouvez chez des enseignants, enfin, où vous voulez. Donc, c'est vraiment une acceptation très large. Et donc, oui, je me sens comme agent de sorcier. Ça te va. En tout cas, j'ai eu envie de t'associer à cette interview, Arnaud, parce que tu chemines avec Franck depuis combien d'années? Presque une dizaine d'années, peut-être? Oui, une dizaine d'années, 9 ans. Alors, ceux qui suivent Franck te connaissent bien. Puisque, non, on est en 2024, donc ça fait 10 ans maintenant. Ça fait pile 10 ans? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai. On est en 2024, attention, c'est vrai, les amis. C'est vrai. Ça fait 10 ans que vous cheminez ensemble et je me suis dit, tiens, c'est intéressant aussi de voir ce qui a bougé ou pas bougé chez toi, ce qui s'est transformé ou pas transformé. Avec plaisir. Et peut-être un peu comprendre comment tu accompagnes Franck d'une part et puis peut-être avoir ce rôle du candide de toi qui suis finalement tous ces stages, ces masterclass, qui a les retours aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était un peu l'intention. Toi, tu venais un peu de quel univers pour mieux te connaître ? Alors moi, j'ai une société qui est indépendante de ce que je fais avec Franck. J'ai une activité qui tourne depuis 20 ans, qui numérise des films. Donc en dehors du fait que je sois dans la vidéo, je ne suis pas lié au développement personnel. En revanche, je m'y suis intéressé, comme tous ceux qui sont dans cette pièce. Et à un moment donné, ça a résonné avec Franck. Ouais. Et moi, j'ai découvert Franck au Pérou. Tu sais pas ça? Non. C'était une vidéo de Franck que tu as regardée ou des audios. On m'a donné des audios de Franck. C'était Ici et Maintenant. Tu te souviens? Ok. Oui, bien sûr. Il y avait 10 heures d'audio et j'ai
J'ai dévoré ça, je dis, c'est pas mal. Et puis j'ai frappé à sa porte et j'ai dit, tiens, on va aller voir ce que c'est. Alors, ce qui est quand même singulier, c'est que tu as eu envie de te mettre aussi au service de sa parole et de ce qu'il Oui, alors ça, c'est venu... D'abord, moi, je ne voulais pas faire ça. J'ai jamais voulu, d'ailleurs, me rapprocher de Franck plus que ça. Je pourrais dire que je suis là un peu contre ma volonté au démarrage. C'est clair au départ. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a matché entre nous. Ouais. Parce que là, il y a une façon aussi dans ce que j'entends, tu sais, Arnaud il ne suit pas mes stages. Je l'ai vu en stage il y a 10 ans. Il est revenu en stage, je crois, l'année dernière. Et je l'avais pas eu en stage entre les deux. Donc c'est pas un gars qui me suit partout, et c'est pas un gars qui s'est dit cool, il faut répandre la bonne parole du gourou. On est vraiment sur un truc au départ, ça part pas là-dessus. C'est marrant parce que... Il a assisté quand même à toutes tes conversations, tous les gens qui, quand tu prenais des questions, etc., en interview, tu as entendu toutes les réponses tout ce de que j'ai Franck. il a bouffé du lobe vert. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends qu'il ne soit pas forcément allé en immersion, parce qu'il l'a été... Oui, moi je suis en immersion en permanence, en fait. Oui. Avec Franck. C'est l'overdose, en fait. Oui, c'est clair. Oui, c'est ça, c'est l'overdose. Non, mais c'est vrai, je le plains. Il écoute des trucs de moi que je sais pas où il trouve la patience d'aller réécouter, découper, ranger, rendre accessible avec autant de patience, quoi. Quelle patience. Alors justement, qu'est-ce qui t'interpelle chez Franck et qui te donne envie de rester comme ça 10 ans après ? Moi, j'ai lu beaucoup de livres de psychologie, de psychiatrie, enfin en tout cas, de psychiatrie appliquée, de cas cliniques. Je me suis formé aussi à des différentes techniques. Et finalement, toutes ces solutions qu'on nous apporte par les livres ou par les thérapies possibles, ça n'a jamais induit de changement important chez moi. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on change ? En fait, toujours. C'est un peu d'ailleurs ce que tu disais dans ton introduction. Et Franck, c'est le seul, en tout cas aujourd'hui, que j'ai trouvé qui a une pensée qui induit un changement naturel, sans effort. C'est ça, c'est-à-dire c'est la fin de la lutte. Et c'est ça qui m'a intéressé, et je l'ai appliqué sur moi pendant des années, en fait, avant d'envisager de le transmettre. Je me suis dit que ça marche tellement bien, cette affaire, que je pense que Franck est d'utilité publique. J'en suis arrivé là, en fait, à penser carrément que Franck... Donc, ce qui fait que ce que je fais avec Franck, c'est pas pour Franck du tout. C'est parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de gens, parce que ça repose principalement sur le bon sens. Franck, les gens qui viennent justement à tes stages ou qui t'écoutent, ça part d'une envie justement de changer. Pourquoi est-ce qu'on a envie de changer, en réalité ? Je sais pas, parce que moi, j'ai pas envie. Il faut demander à des gens qui ont envie de changer. Il y a plein de sources, mais j'avoue que la plus probante dans les mondes dans lesquels on navigue, c'est-à-dire nous, on est en Occident en 2024, la plus probante chez nous, c'est la quête d'intensité. C'est-à-dire que le changement, il renvoie sur une soif d'aventure qui est de plus en plus pressante, puisque notre monde s'est organisé autour de la sécurité. Donc on cherche très vite à se retrouver en sécurité, avec un métier, un CDI, un contrat qui dure, une maison solide, un couple indéboulonnable. Et une fois qu'on a tout ça, on souffre d'être en sécurité. Donc en Occident, très souvent, le changement, c'est apporte-moi du neuf, apporte-moi de l'intensité, je veux quelque chose, mais en même temps, quand tu parles avec les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je veux que quelque chose se produise, mais je ne sais pas quoi. Donc, ça renvoie sur une quête d'impromptu, une quête de neuf, une quête de... Je veux des opportunités, des rencontres, des choses que j'ai pas encore vécues. Donc, ça renvoie là-dessus pour moi, la notion de changement, globalement, comme je l'aperçois dans les stages. C'était intéressant quand tu as répondu au début à la question, tu as dit « mais moi, j'ai pas envie de changer ». Tu n'as jamais eu envie de changer, en fait ? Sûrement que si. Après, j'ai pas toujours été... sage comme je suis aujourd'hui, entre moi et moi. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas la moindre envie de changer quoi que ce soit. Et en fait, je suis arrivé à un endroit où moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas changer. En fait, tout ça, c'est des vues de l'esprit, c'est une fumisterie, ou alors c'est du jonglage avec les mots. Et je veux bien m'expliquer, mais pour moi, en fait, on ne change pas.
au fond, le vrai sujet qui me paraît être en dessous de la question du changement, c'est la question de l'expression. C'est-à-dire que, au lieu de m'attarder je cherche à ce que les gens bougent, ou changent, ou se transforment, etc., j'irais sur une autre notion, c'est les amener à voir comment ils vont s'exprimer. Parce que je crois que lorsque les gens veulent changer, c'est quand ils se sentent coincés dans leur niveau d'expression. De s'exprimer, c'est-à-dire s'exprimer à travers les mots de mon langage, de pouvoir dire ce que je veux, ce que je ressens, ma façon d'aimer, ma façon de douter, pouvoir m'exprimer donc de la manière la plus libre possible, mais aussi de pouvoir m'exprimer en tant qu'humain à travers une forme. Donc créer quelque chose, mettre au monde une entreprise, un enfant, une famille. Mais je serai sur la question de l'expression. Et souvent, en fait, derrière la notion de changement, il y a l'idée que je suis comme ça, puis je vais devenir comme ça. Et en fait, la notion qui est en dessous, c'est je m'exprimais comme ça, et maintenant je vais m'exprimer comme ça. Et ce qui est dommage avec la notion du changement, c'est qu'on doit absolument se débarrasser de quelque chose dans le chemin. On doit changer. Moi, je suis sur un autre truc qui est je suis comme je suis. Et l'idée, en fait, n'est pas de me changer, mais de me reconnaître tel que je suis, me donner le droit d'être tel que je suis. Et plus je m'autorise, plus je me donne de droits, plus la façon dont je m'exprime dans le monde est différente. Et c'est ça, en fait, la quête sous-jacente. C'est je cherche à m'exprimer librement, à m'exprimer de manière jouissive, de manière créative, de manière différente. Je suis plus sur la question de qu'est-ce que j'exprime que est-ce que je dois changer ou non. Il y a un lien quand même avec la souffrance dans cette expression de la créativité ou pas forcément ? Moi, je suis convaincu, en fait, que les souffrances sont reliées à des parts de soi qui n'ont pas voix au chapitre et qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et je crois que derrière la notion du changement, il y a souvent la notion de la table rase, d'éradiquer un système, de passer à autre chose. C'est assez glorifié, l'idée de changer du tout au tout. Mais moi, je considère que en réalité, sur le terrain, dans la vie des gens, c'est de l'ultra-violence, le changement. Il s'agit d'une forme d'éradication de certaines versions de soi au profit d'autres qui seraient plus acceptables ou jouissives ou machin. J'ai du mal avec cette notion de je dois me séparer d'un morceau de moi pour que... Non, je m'incarne, j'accepte ce que je suis, je reconnais pleinement ce que je suis, et plus je suis solide dans cette façon que j'ai de me respecter, de m'accepter, de me regarder dans mes différentes facettes, plus je suis solide là-dedans, plus je peux m'exprimer librement. Et s'exprimer librement ne nécessite plus jamais de changer. Ce qu'on cherche, au fond, à mon sens, c'est la liberté totale d'être, donc d'expression. D'ailleurs, quand on t'entend, est-ce que, Arnaud, toi, tu as observé que dans d'autres cultures ou d'autres époques, il n'y a pas cette quête-là qui est peut-être particulière à notre époque et chez les Occidentaux ? Cette envie de changer, de bouger, de se transformer. Est-ce que si finalement on va dans d'autres peuplades ou si on se place à d'autres époques, il y avait déjà ça ? Est-ce que l'humain, en fait, a toujours eu envie de se transformer, d'être un peu ce qu'on appelait de manière caricaturale, je disais en introduction, que toi, tu n'aimes pas du tout, cette fameuse meilleure version de nous-mêmes. Parce que moi, pour ce que j'ai pu observer, c'est que où on est en situation de survie, on ne l'est pas. Et donc, si on est en situation de survie, la question ne se pose pas, en fait, il faut survivre. C'est ce qui fait que durant les guerres, les névroses s'en vont. Et puis ensuite, elles reviennent quand la paix est arrivée. Donc, je pense que c'est une quête naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, que Franck... Là où Franck m'aide bien, moi, c'est qu'il accompagne un mouvement qui est naturel. Biologiquement, on évolue. On voit bien, à 40 ans, on ne pense pas comme à 50. J'en ai 56 et je ne pense pas comme à 50. Et c'est un peu la métaphore que Franck utilise quand il parle de l'arbre. L'arbre, au printemps, ne se félicite pas de ses bourgeons. Et ça, ils arrivent comme ça. Donc oui, c'est une quête, mais je pense que c'est une quête naturelle. C'est pas pensé, en fait. Ça se fait tout seul. Je ne sais pas si je réponds à ta question en disant ça, mais il y a beaucoup de pays où moi je connais un peu la Chine pour y avoir été. On en est à la survie. J'ai pu discuter avec le premier psychanalyste lacanien de Chine, et en fait, le problème des Chinois, selon lui, c'est qu'ils n'arrivent pas à critiquer leurs parents. Par exemple, ça commence là. C'est pouvoir parler, pouvoir s'exprimer. Nous, on y arrive bien, nous. Moi, j'ai même en fait presque le truc, on n'arrive pas à ne pas critiquer nos parents, je crois, nous. C'est vrai. Sur un autre endroit. C'est vrai. Donc, vraiment, je pense qu'on a tous les hommes et les femmes ont les mêmes besoins. Et après, ça va dépendre des cultures, de la situation de vie dans laquelle ils sont. Mais je pense que là où Franck nous apprend quelque chose d'important,
m'apprend quelque chose d'important, c'est dans le fait de s'accepter tel que l'on est. Donc de ne plus lutter contre soi. C'est-à-dire se déculpabiliser de quoi que ce soit, dédramatiser. Et à partir de là, on peut commencer à faire ce pas de côté dont tu parlais dans ton intro. Alors justement, peut-être revenir, on en a parlé dans des émissions précédentes, puis tu en parles bien aussi dans ton livre, Ton autre vie, Franck, mais cette idée de filtre à réalité que finalement on voit toujours de notre propre lorgnette. On voit le monde de cette manière-là. Oui. Oui, moi je reste convaincu que... en tant qu'individu d'une société, on a tendance à regarder le monde selon un certain prisme. On vient d'en parler autour de la question de la survie ou non, par exemple. Et puis, je pense qu'en tant qu'individu, de la même manière, on croit être en contact direct avec la réalité puisque nos sens nous le disent et qu'elle est tangible, elle est solide. Cela dit, je reste persuadé que nous sommes des interprètes de la réalité. Chacun lit et interprète la partition qui nous est proposée à sa manière, avec ses filtres, ses enregistrements, son émotionnel, ses traumas, ses croyances, ses envies, etc., etc. Et ça me paraît bien naturel aujourd'hui. Je pense qu'en 2024, on peut maintenant, tranquillement, accepter l'idée que nous soyons, oui, des filtres et que nous interprétions le monde. On n'en a pas une lecture objective, quantifiable, pure, puisque en fait, ce qu'on tire du monde, ce sont nos sensations, ce sont nos émotions. Il n'y a qu'à voir l'actualité aujourd'hui. On traite de faits, de choses qui sont arrivées, et on voit bien que tout le monde est aux prises avec son émotionnel là-dedans. En fait, le fait n'a aucune forme d'importance. C'est comment il est pris qui lui donne toute son épaisseur ou pas, à quel point ça va être dramatique ou pas, ça va devenir un enjeu de société ou pas, et ainsi de suite. Donc c'est bien la lecture que chacun va en faire, et puis qu'on va en faire en tant que groupe, qui va être la réalité de l'expérience. On n'expérimente pas le fait, on expérimente notre sensation, notre émotion, notre sentiment, qui naît en contact avec ce qui apparaît, la réalité. Donc oui, la réalité existe, mais je considère que nous sommes des interprètes et qu'il n'y a pas deux personnes qui interprètent la réalité de la même manière. En ça, je m'intéresse énormément à notre façon de prendre la vie, parce que si tout le monde la filtre à sa manière, donc là, on a un levier de mouvement fabuleux. Si par contre, on est tous face à la même réalité objective et qu'on a tous la même vie, là, il n'y a plus de levier de mouvement. Dès que je comprends que la vie, je l'aperçois et que ma façon de l'apercevoir la teinte, là, j'ai à nouveau de la liberté de mouvement. Mais du coup, il faut être d'accord pour dire que la réalité que j'observe me concerne en propre et que tout le monde ne va pas ressentir le monde de la même manière. Attention, ça devient difficile. Aujourd'hui, on va te demander de t'insurger sur commande selon des faits. Donc les faits existent, on va te présenter le fait et on va te demander de ressentir ce que tu dois ressentir pour être une bonne personne. Si tu ne ressens pas ça, tu seras une mauvaise personne. Et on va essayer donc tout doucement de t'enjoindre de ne pas ressentir ce que tu ressens, mais de ressentir ce qu'on doit ressentir. On peut donner un exemple dans les milieux justement du développement personnel. Ah bah dis donc, avec tout le travail qu'il a fait, il devrait être super aligné et là, il n'a pas été sympa, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Alors, par exemple, on pourrait parler de ça sans être obligé immédiatement de partir en Israël. Mais oui... En Israël ? Oui, parce que en ce moment, on parle de géopolitique, mais à chaque fois qu'on parle de géopolitique, on oublie l'émotionnel, tout simplement l'émotionnel. Mais j'ai pas parlé j'ai dit dans le développement personnel. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Ah oui, d'accord. Je t'avais entendu Israël. J'ai dit ok, d'accord, allons-y, parlons de développement personnel si on veut, mais je parlais de la réalité de ce monde de manière générale, même en dehors du contexte des gens qui se posent la question de se développer eux-mêmes. Je parle vraiment de la perception du monde, est-ce que de tout ce qu'elle enclenche chez les uns, chez les autres. Donc je ne sais plus où on va avec ma phrase. Non, parce que l'idée d'être sur un exemple de ce que tu disais. Oui, c'est ça. Un exemple, c'est... on oublie d'aller chercher le gamin au judo, et du coup on est obligé d'appeler le prof de judo en catastrophe, et c'est un parent d'élève sympa qui ramène le gamin. Là, ça va, l'aventure elle est simple. C'est un truc qui peut arriver. Ah zut, c'est toi qui devais aller le chercher, je pensais que c'était moi, le gamin est resté là-bas, et c'est
le papa de son copain qui nous le ramène à la maison. Voilà, on part sur un truc de base comme ça. Bon, ça, c'est un événement, c'est une réalité. Et selon, en fait, qui regarde l'événement, quels sont les bagages qu'il a, il va pas du tout vivre le même truc. Donc, si on est sur un papa qui a vécu une sensation d'abandon, etc., il va vivre ça avec une telle hauteur. Si c'est une maman qui, elle, a toujours vécu dans une communauté à l'aise où de toute façon on s'entraide, on est les uns avec les autres, il n'y a pas de danger, machin, elle va vivre autrement. Et chacun va le vivre à sa manière. Le problème, c'est que lorsqu'on va demander à l'autre de le vivre comme nous, on le vit, puisque selon nos critères, selon nos enregistrements, c'est extrêmement grave, donc il faut que ce soit grave pour tout le monde. C'est extrêmement triste, donc il faut que ce soit triste pour tout le monde. C'est dangereux, donc il faut que ce soit dangereux pour tout le monde, et ainsi de suite. Et quand on commence à demander au monde de ressentir sur mesure et sur commande, et de s'insurger sur mesure et sur commande, on est en train de lui demander de renoncer à sa plus grande liberté, qui est de ressentir le monde comme il l'entend. Et c'est là un point, à mon sens, hyper important, de garder la liberté que j'ai d'interpréter le monde comme je le souhaite, et pas comme le monde voudrait que je l'interprète. Donc, ils servent à quoi, finalement, ces filtres à réalité ? Parce qu'on les a tous. Ils ne servent pas, et c'est pas quelque chose qui sert, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Nous sommes des filtres de naissance, c'est pas tous les humains sont objectifs et en contact avec la réalité, et on leur pose des filtres. Non, c'est de naissance. Tu es une façon même d'interpréter le vivant. De toute ton expérience sur la planète, tu ne pourras pas, malgré tout ton travail et ton intelligence, comprendre l'entièreté de ce monde, de tous les enjeux, de tous les points de vue qui se chevauchent, de tout ce qu'il y a à connaître, de tout ce qu'il y a à savoir. Le monde est immense et tu vas en faire un morceau d'expérience en une vie. Ça va ? Et chaque personne qui va venir faire cette expérience ici sur Terre va être de naissance, par le simple fait d'être un humain, va être lui-même un filtre, c'est-à-dire une façon d'incarner le monde, une façon de respirer le monde, une façon de vivre le monde qui lui sera propre. Et il n'y a pas deux humains qui le vivent de la même manière. C'est pas un filtre qui est posé et qui sert ou pas à quelque chose, c'est nous sommes des filtres à réalité dans la simple idée qu'on est incapable de prendre le monde entier. On ne peut pas tout capturer du monde, on ne peut pas tout savoir, tout sentir du monde, donc on va en vivre qu'un morceau. En ça, nous sommes déjà des filtres. Par contre, en prendre conscience qu'on est des filtres à réalité importants. Alors là, ça change tout. C'est-à-dire prendre conscience que je suis un filtre à réalité me permet en fait de comprendre que un événement est un événement et ce que j'en ressens est un deuxième événement. Ça n'est pas la même chose. Une gamine tombe d'un cheval, c'est un événement. Comment moi je vais le vivre, c'est encore c'est nouveau, c'est neuf. Comment je vais le vivre, personne ne va le vivre autrement. Comment elle va le vivre, personne ne va le vivre autrement. Comment sa mère va le vivre, personne, et ainsi de suite. Donc les événements sont des événements, mais chacun va le vivre à sa manière. Quand on est au courant que chacun le vit à sa manière, on comprend en fait pourquoi ça devient extrêmement compliqué de vivre ensemble. En fait, on n'accepte pas que les choses ne fassent pas autant mal aux uns et aux autres, ne soient pas aussi urgentes pour les uns et pour les autres, ne soient pas si graves pour les uns et pour les autres. On n'accepte pas, en fait, simplement les points de vue des autres. Donc, on essaye absolument de convaincre les autres que ce qui nous est dangereux, ce qui nous est grave, et ainsi de suite, puisqu'on voudrait que le monde entier pense comme nous, et c'est, à mon avis, là tout le problème. L'intérêt de savoir que la réalité, c'est la mienne, c'est que d'un seul coup, j'ai pas besoin que le monde entier pense comme moi pour vivre ma vie. Je peux simplement vivre ma vie en me disant, tiens, ça, moi, ça me touche plus que les autres, ça m'énerve plus que les autres, ça me libère plus que les autres, et ainsi de suite, et ce sera mon point de vue. Arnaud, là-dessus, comment tu as le sentiment d'avoir expérimenté ça, peut-être ces dernières années dans ton quotidien ? Moi, c'est ce que ça m'a aidé à prendre de la distance, parce que c'est de la distanciation, en réalité. C'est-à-dire que c'est là que j'ai pu cesser des comportements automatiques. C'est vraiment l'apport de Franck, pour moi, à ce niveau-là, il a été essentiel, parce que ça a changé toutes mes relations. D'ailleurs, je pourrais presque dire que Franck, c'est le spécialiste des relations. Parce que là, le premier impact que peut avoir Franck autour de nous, c'est dans nos relations. Parents, enfants, travail, tout ça. Donc, au bout d'un moment, à force de s'observer, parce que la clé, c'est de s'observer, et c'est pas nouveau, c'est s'observer sans se juger. C'est-à-dire, ok, là, jusqu'à présent, je réagis comme ça. Et au bout d'un moment, on a un peu plus de temps pour pouvoir décider de se comporter différemment, de réagir différemment.
c'est ça que Franck m'a apporté. D'ailleurs, je me demandais au quotidien aussi, Franck, quand on n'est pas dans un stage ou dans un cadre où on te suit, quand tu es dans ton quotidien, que tu rencontres quelqu'un en face de toi qui réagit avec son filtre à réalité, comment tu te comportes, toi ? Est-ce que tu essayes de le mettre en conscience de son filtre à réalité, ou tu te dis simplement, voilà, il est dans son filtre à réalité. L'exemple du judo, par exemple. Il se fait son film et puis c'est OK comme ça. Comment tu le vis ? Enfin, après, c'est assez récent. Ça fait quelques années que je fous une paix royale aux gens. Je laisse les gens regarder le monde à travers leurs filtres. Si ça m'intéresse, je regarde comment ils ont construit ces filtres. Voilà, parce que pour le côté chercheur, moi j'aime bien ce genre de truc. Mais je ne parle pas à qui que ce soit qui ne m'ait pas payé pour ça. Donc je laisse les gens penser ce qu'ils pensent, voir le monde comme ils le voient, et prendre les mesures qui s'imposent. Je ne suis pas dérangé par leur façon de faire, puisque ma vie, moi, c'est moi qui la fabrique avec le regard que j'ai sur le réel. Donc depuis que je suis conscient de la façon dont je fabrique ma réalité, j'ai plus besoin de me prendre le chou à propos de comment les gens fabriquent autour de moi, puisque moi j'ai la clé pour moi. C'est-à-dire je sais comment moi je vais pouvoir de toute façon prendre les choses comme j'ai envie de les prendre. Et ça me donne une liberté de ton, d'action, de vie. Ça me donne une grande liberté d'être. Et du coup, je n'ai plus besoin d'aller voir les gens et de leur dire « Oui, mais tu sais, tu pourrais voir ça autrement. Et puis là, tu parles de ça, mais ça renvoie là-dessus. Oui, mais attention, parce que quand tu regardes le truc, tu sais que ton regard est dévoyé par ce que tu as vécu à tel moment. Paye-moi, oui, pas de problème, je te le fais si tu me poses la question. Mais je laisse les gens... Tu sais, je suis sur un truc de laisser vivre et laisser mourir, moi. Quand tu vois ton propre filtre à réalité se mettre en route et qu'il te convient moyennement, tu peux switcher d'un filtre à l'autre en disant « Tiens, finalement, c'est pas ça que j'ai... » Voilà. Oui, carrément. Comment tu fonctionnes à ce niveau-là ? En fait, c'est assez simple. Moi, mon filtre principal, il était construit sur un personnage qui est l'enfant fautif. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours regardé les choses comme un enfant fautif. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a permis d'avoir une longueur d'avance, parfois, sur certaines façons de penser des uns et des autres, puisque je cherchais toujours à savoir comment j'allais merder, ou ce qu'on allait penser de moi. Mais du coup, quand mon filtre principal se remet en route, c'est toujours le même truc. Je suis un enfant fautif qu'on va encore punir injustement. C'est ça mon business. Et il continue à se remettre en route ? Bien sûr. En fait, je ne change pas et je ne veux pas changer. Je veux justement connaître parfaitement les coins et les recoins de ma façon de prendre les choses. Parce que justement, je veux les voir arriver. Du coup, si par exemple ma femme, elle dit « Tiens, il pleut aujourd'hui », moi je vais le prendre comme une agression, parce que c'est de ma faute s'il pleut. Je sais pas si tu es au courant, mais quand il pleut, c'est de ma faute. Tu vois, c'est ça l'état d'esprit d'un enfant fautif. Il pense que tout ce qu'il fait, c'est de la merde, et si c'est pas lui qui le fait, c'est quand même de sa faute. Donc j'ai ce filtre-là qui va se mettre en place, et à chaque fois que je me sens fautif, ou que j'ai l'impression qu'on me reproche un truc, je sais que c'est mon business habituel qui se met en place. C'est mon business de récolte d'énergie. C'est mon petit personnage qui vient faire sa récolte du pauvre petit gars qui a encore mal fait. Donc je connais tellement mon business par cœur que quand il se présente, voilà, je laisse courir, je m'en fous. Si tu veux, ça devient anecdotique. Je mise pas dessus, je n'y crois pas. Je regarde le truc, je ressens, je vois l'enfant fautif qui fait ah, puis je laisse couler, je m'en fous. Mais je cherche même pas à prendre les choses autrement. Pendant un temps, si tu veux, quand il y avait une situation qui apparaissait, je me disais, c'était un point pour moi qui était la clé du pouvoir. Pour moi, la clé du pouvoir de l'être humain, c'est le choix. Et je souhaitais absolument, en chaque circonstance, avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire plusieurs angles de lecture. On me fait une queue de poisson sur la route, je veux avoir différents angles, je veux les avoir parce que du coup, j'aurai du pouvoir. Je m'explique. Si on me fait une queue de poisson et que j'ai qu'une seule réaction, c'est-à-dire l'autre a essayé de m'assassiner, etc. J'ai pas de choix, j'ai pas de pouvoir, et c'est l'autre dans une voiture que je ne connais pas qui va décider de mes sentiments, de mon état d'être, de comment je me sens. Si par contre j'ai au moins 2 entrées, c'est-à-dire 2 lectures possibles de l'événement qui me conviennent, là je suis libre. Et pas forcément une version positive. Donc la première, c'est par exemple, le gars a tenté de m'assassiner, tu vois, et la deuxième, c'est le gars vient de faire une crise cardiaque, il est en train de crever dans sa bagnole. Voilà, donc j'ai 2 versions. À partir du moment où j'ai 2 angles de vue sur quelque chose qui apparaît dans la réalité, d'un seul coup, j'ai le choix. Je le prends comme je veux.
Alors tu le prends comment ? On a tenté de t'assassiner ou le gars est en train de mourir dans sa bagnole ? En tout cas, dès que j'ai 2 choix, c'est moi qui ai le pouvoir. Quand il y a un seul choix, je suis face à la réalité, la dure réalité, oui, mais tu te rends compte, les gens aujourd'hui sur la route, comment ils font ? En victime, quelque part. Immédiatement, je suis victime de la dure réalité. Donc pour moi, le siège de mon pouvoir, c'est un événement contient plusieurs lectures. Donc, pendant des années, je cherchais un autre angle, une autre vision de quelque réalité que ce soit. Il me fallait un autre angle pour me dire ça peut être ça ou ça peut être ça. Aujourd'hui, c'est fini. Je ne fais plus du tout ça. Je sais que quoi qu'il arrive, ça supporte plusieurs lectures, point. C'est tout. Et ça m'a permis de sortir des phrases qu'on pouvait prononcer avant. Je sais pas, je sais plus dans quel monde vivent les gens, tu sais, le monde où on dit « Oui, machin, mais tu m'as quand même dit que... » Bon, voilà, tout ça, c'est sorti de ma vie. Hein. Mais cette gymnastique peut être quand même intéressante comme point de départ, justement, pour voir qu'on en a plusieurs, parce qu'au départ, on n'en est peut-être même pas conscient. Oui, il y a tout. Je remarque avec les gens, hein, Arnaud est plus en contact avec les mécanismes et les pas à pas des gens. Je pense, mais oui, il y a des étapes. Arnaud, là-dessus ? Avec le mécanisme tout court, parce que je l'ai tellement étudié et décortiqué et structuré que je vois bien que à la fois c'est un mélange de tout ramène à toutes les parties, quoi. C'est pas facile de s'y retrouver, en fait, tellement il y a de parties dans le système de Franck. Mais oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est ce que je te disais. La première étape, c'est de s'observer. En fait, c'est de se taire. C'est d'ailleurs une des choses que tu m'as bien apprise, ça. C'est est-ce que tu vas enfin fermer ta gueule ? Mais c'était surtout pour toi que tu parles de ça. Parce que c'est à moi que je parlais. C'est à moi. Ouais, non, c'est une phrase que mon père me disait, qui me reste comme un moment d'amour incroyable entre moi et mon père. Je me souviens, c'est net. On est autour d'une table comme ça. Il est dans un fauteuil, je suis assis en face. Et je sais plus, j'ai moins de 30 ans, je rentre à la maison, je suis tout feu, tout flamme, je veux absolument lui montrer comme je suis beau, merveilleux, je veux qu'il m'aime, je veux qu'il m'adore, et je veux qu'il le sache. Et je sais plus ce que je fais comme cinéma et tout, et puis je le vois, et plus je parlais, moins il faisait de bruit, et plus il s'asseyait à l'intérieur de lui, là, comme ça, bien confort, il était bien tranquille, ce mec. Et à un moment, il me regarde, et il me dit « Et si tu fermais un peu ta gueule ?» Et ça m'a fait un bien. C'était chaleureux, c'était rassurant, c'était enfin, putain, quelqu'un qui me laisse pas être et faire n'importe quoi, quelqu'un qui sait où je suis, quelqu'un qui me protège de moi et de ma connerie, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me dit en même temps, t'as pas besoin d'en faire autant pour que je t'aime, et tout. Enfin, il y avait tout en 4 mots. C'était d'une beauté, cette phrase. Et ben tiens, tu vois, voilà, on est typiquement dans une phrase dont on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui entend ça, tu vois, à 25 ans, qui entend son père qui lui dit « Et si tu fermais un peu ta gueule ?» Bah, il peut ensuite en faire une légende là-dessus, avec « Oui, mais moi, de toute façon, j'avais pas voix au chapitre. À chaque fois que j'ai essayé, on m'a demandé de me taire, on m'a écrasé. » Et je pourrais en faire tout un cinéma. D'ailleurs, un des mots tendres qu'avait mon père, pour moi, il me regardait comme ça, et c'était le mot doux, tu vois. Pour m'appeler, il me disait « Sombre crétin ». Et mais toute la tendresse de cet homme était là. Sombre crétin. Mais c'était un jeu entre nous. Nous, on chambrait, c'était notre façon de nous aimer. Mais j'aurais pu le prendre de traviole, tout ça. Je pourrais refaire une légende avec, oui, de toute façon, aux yeux de mon père, j'ai jamais été à la hauteur, puis il m'a jamais reconnu, puis il m'appelait sombre crétin, puis quand j'essayais de dire quelque chose, il me disait de fermer ma gueule. Et c'est ce que vont faire la plupart des gens. La plupart des gens vont simplement interpréter la réalité de manière à en tirer la conclusion qu'ils sont victimes, ce qui fait d'eux des héros, ce qui fait fermer la gueule de tout le monde, parce qu'une fois que t'es victime, t'es intouchable, et puis on va s'arrêter à cet endroit-là. Et moi, j'ai pas envie de m'arrêter à cet endroit-là, j'ai envie immédiatement d'avoir du pouvoir. Et pour moi, être simplement victime de mes parents, ça va pas être suffisamment powerful pour ce que je cherche comme pouvoir. Donc je cherche, pour être quelqu'un qui a du pouvoir, à avoir du choix. Et avoir du choix nécessite, face à la réalité, de pouvoir la lire depuis plusieurs angles de vue. Alors évidemment, il y a des étapes, comme tu le disais. D'abord, savoir que la réalité n'est pas ultime et définitive. Savoir qu'on a des angles de vue. Et puis, voilà, c'est un cheminement. Mais aujourd'hui, du simple fait de savoir que la réalité est lisible, interprétable, je vis dans un autre sentiment de liberté que... Dans ce cheminement, tu as nommé quelque chose qui me paraît important. J'aimerais bien qu'on le développe un peu. C'est le ressentir. Tu as dit...
je ressens. Tu parlais de la queue de poisson et tu as dit, finalement, il y avait 2 points de vue. Je ressens ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans le petit vélo dans la tête et pas tellement redescendre dans ce corps, de dire, ouais, qu'est-ce que je ressens quand il se passe quelque chose. Là, quand ton père t'a dit ce qu'il t'a dit, t'as quand même ressenti qu'il y avait une tranquillité de là où il le disait, et toi, tu l'as reçu d'ailleurs comme cette tranquillité. T'as ressenti à ce moment-là. Je me souviens vraiment quand il l'a dit. Tu sais, non, c'était pas facile à entendre quand il m'a dit ça, quand il m'a dit si tu fermes un peu ta gueule, c'est pas facile parce que ça dépend où tu mets la personne. Si quelqu'un que j'aime pas me dit si tu fermes un peu ta gueule, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quelqu'un que je place à un endroit comme ça, tellement haut et tellement beau, quand il me dit ça, je peux te dire que il me l'a pas dit, il a pas eu besoin de me le dire 2 fois pour que ça arrive à destination. Je l'ai pas bien vécu, en fait, quand je l'ai vécu. C'était dur d'entendre ça, puis de me rendre compte que j'en faisais trop, que je faisais trop de bruit, que j'étais à côté. C'était dur de me rendre compte que, mais non, là, j'étais à côté de la plaque. C'était pas facile, j'ai pas passé un bon moment. Mais c'est pas parce que la sensation que je vivais était désagréable que l'intention de l'autre était de me faire du mal. Et il faut apprendre à décorréler complètement ce que je ressens émotionnellement et l'intention de l'autre. Sinon, à chaque fois que je suis touché, je pense que l'autre me veut du mal. Et après, faut pas s'étonner des guerres à l'autre bout du monde. Si en fait, quand les gens autour de moi s'expriment, si je me sens blessé, que je pense que c'était leur but, là, je redeviens un enfant. On n'est pas des enfants. Moi, je demande de la maturité. Je demande de la maturité émotionnelle. Je réclame ça à corps et à cri, de la maturité émotionnelle. C'est pas parce que je suis blessé dans un échange que l'intention de l'autre est de me blesser. Tu vois, aujourd'hui, je ne peux plus supporter ce truc, ce diktat de il ne faut pas dire quelque chose qui pourrait toucher quelqu'un. Mais comment est-ce possible de ne pas toucher les gens ? Comment est-ce possible ? Non, moi je peux entendre des tas de trucs qui me touchent, qui me font de la peine. Je ne pense pas pour autant que la personne qui a prononcé ces paroles cherche à me stigmatiser, à me montrer du doigt, à m'écraser, à me faire du mal. J'ai la maturité émotionnelle pour faire le décalage entre ce que l'autre prononce et ce que je reçois. Faut grandir. C'est pas parce que ça vous touche qu'on veut vous faire du mal. J'ai l'impression que c'est ce que tu essayes aussi de faire toucher du doigt dans les stages aux gens et dans les causeries aussi peut-être, que c'est pas parce que tu vas leur dire quelque chose qu'ils ont peut-être besoin d'entendre finalement à ce moment-là. J'ai ce souvenir-là en tout cas en stage ou en masterclass ou dans les vidéos, que tu es pas là pour leur faire justement du mal, parce que c'est pas le but. Ce serait complètement con. Ouais, ce serait complètement con. Tu es là pour leur faire ressentir justement, quand on leur dit ça, qu'est-ce que ça peut leur faire à l'intérieur ? C'est vrai que quand on dit quelque chose à quelqu'un, on peut le dire de plein de manières différentes. Et j'ai l'art de trouver la formule qui va un petit peu piquer. Oui. Et si je veux qu'elle pique, c'est attention, parce que je pourrais aussi la formuler d'une manière totalement inacceptable. Je veux que ça soit acceptable, mais que ça frotte au passage, que ça picote un peu. Parce que c'est bon en fait aussi de s'enseigner les uns les autres à déposer un peu notre susceptibilité, à être capable en fait de ne pas s'insurger toutes les 2 secondes pour rien, de respirer, de prendre du recul, d'avoir de la maturité émotionnelle. Mais c'est vrai que lorsque je parle avec les gens en stage, je ne les prends pas pour des cons. Et pour pas les prendre pour des cons, il s'agit de leur parler avec honnêteté. C'est-à-dire que je fais confiance à leur intelligence. C'est tout bête en fait. Je fais vraiment, vraiment hyper confiance à l'intelligence des gens. C'est-à-dire je vais te dire un truc, évidemment si tu prends juste les mots, tu sais quoi, tu prends les mots, là tu pourrais dire pourquoi il dit ça, ça me fait du mal et machin. Mais je fais vraiment confiance en l'intelligence de la personne pour être capable de dire ah ok, en fait oui, effectivement, c'est bien vu. Ou ça m'emmène là. Et ouais, ça fait chier de le regarder comme ça, mais oui, mais grave, d'accord, allons-y. Et là, on est ensemble. Mais je veux vraiment continuer de faire confiance aux gens sur cette capacité qu'ils vont avoir de remettre les mots à la bonne place et d'avoir la maturité émotionnelle pour les entendre. Tu sais, en fait, les gens autour de moi, mes amis, etc., ils ont tous la maturité émotionnelle pour entendre. Il n'y a que sur les réseaux sociaux et à la télé, en fait, qu'on nous dit qu'on ne peut plus communiquer les uns avec les autres parce que, en fait, on peut plus, ça va blesser, ça va stigmatiser, ça va... Mais en fait, quand on parle les uns avec les autres, il y a encore l'intelligence, on peut encore prendre les choses avec intelligence. Arnaud, sur cette maturité émotionnelle,
C'est intéressant de t'entendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on pourrait vouloir la maturité émotionnelle, mais se sentir en incapacité parce qu'on est en mode surréaction. On est conditionné par un mode « mon père m'a dit ça, Franck va me rappeler mon père, tout de suite je vais lui sauter à la gorge sur ce qu'il va me dire ». Oui, c'est vrai. En fait, c'est marrant, cette phrase « maturité émotionnelle », on l'a utilisée il n'y a pas longtemps dans une de nos vidéos. Puis on en avait parlé en préparant l'interview. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Oui. Oui, je prépare pas, mais je suis à propos. Oui, t'es formidable, tu sais. Merci, j'adore entendre ça. Oh les gars. Laura, ça va? Bien. Merci. Il y a du public en coulisses qui fait non, top. non, elle fait rien, mais Tu la captes. Ouais, j'entends. Ouais. Il a l'habitude d'un large public, donc il voit tout. Oui, c'est vrai. Non, ce que je disais, en fait, finalement, toi, tu es un accélérateur de maturité. C'était ça que je lui disais dans cet entretien que j'avais eu avec lui. Et il faut quand même se souvenir d'une chose, et puisque tu as fait des stages, tu t'en as aperçu, c'est que quand Franck parle à quelqu'un, et que nous, on écoute ce qu'il dit à cette personne, on peut être amené à se dire c'est dur quand même ce qu'il lui dit. Et oui, j'ai pas échappé à ce truc-là d'ailleurs. Il y a eu un moment, je pense qu'on passe tous par ce truc-là. Si moi on me disait ça, je pourrais pas supporter. Mais en fait, à nous, il le dirait pas comme ça. Et c'est là que c'est vraiment intéressant à observer, c'est que il dit les mots comme il faut les dire en fonction de la personne. C'est ça. Bah, ça compte énormément. Ça s'appelle communiquer. Hein. Et puis, ça s'appelle s'adapter à la personne. Et oui, donc communiquer, mais c'est pas ça compte, c'est vrai. Mais c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas évident, mais je sais que je suis devenu spécialiste là-dedans. Je le reconnais maintenant. J'arrête avec ma fausse humilité. Je sais que quand je parle à quelqu'un, je vois immédiatement le degré où on peut aller plus ou moins dans l'intime, plus ou moins vers cette zone-là, pas dans cette zone-là. Dans le groupe, ça je peux le dire, ça je peux pas le dire. C'est immédiat, mais je fais vraiment très, très, très attention à qui est en face. Et c'est bizarre parce que justement, je ne fais pas... Quand on m'écoute, on se dit, mais le gars, il est sans filtre. Il fait gaffe à rien, il balance. Et il y a ça. Mais ce qui me permet de balancer comme ça, c'est que je fais très, très, très attention à qui est là, en fait. Tu sens d'ailleurs d'un groupe à l'autre qu'il y a des groupes que tu emmènes là et d'autres pas du tout, etc. De toute façon, c'est le groupe qui met le frein, c'est pas moi. Hein. Tu es en train de parler de ma plus grande frustration. Hein. Tu sais que ce qui arrêtera un jour mon boulot, c'est ma frustration dans les stages, d'être avec des groupes, en fait, avec qui c'est simple, j'ai un truc dans les mains, je leur dis, les gars, franchement, on peut aller à un endroit... Vous n'allez jamais vous en remettre de ce qu'on est capable de bouger ensemble sur la vision du monde, la sensation de pouvoir qu'on va pouvoir en tirer, la sensation de liberté, la sensation de richesse, etc., qui est accessible quand on va dans cette direction-là. Et en fait, de voir que les gens, mais pas du tout, ils n'en ont rien à péter de ça. Ils en ont rien à péter. La plupart du temps, les groupes me freinent. Alors, ils disent non, moi je veux juste rester sur... je voudrais savoir pour mon lieu de vie, si tu comprends, parce que je voudrais que ça résonne. En même temps, tu ne peux pas généraliser, ils ne sont pas tous comme ça, les gens. Non, les groupes que tu reçois freinent. Je t'assure que les groupes freinent. Le collectif, en fait. Le collectif freine, mais c'est parce qu'ils n'ont pas idée, en fait, de ce qu'on peut faire juste avec des mots et de l'énergie. Et ils n'ont aucune idée d'où on peut aller. Mais moi, j'ai vu avec certains groupes où... Oui, en fait, il faudrait presque faire des groupes où ils sont prévenus d'avance qu'avec ce groupe-là, on va aller loin. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce qu'en faisant comme ça marcherait? Et non, en fait, on ne peut pas. Alors déjà, parce que je me refuse mais totalement à faire dans mes stages des espèces d'hierarchie de gens qui auraient compris et d'autres machins, parce qu'il n'y a pas ça. C'est-à-dire que ça n'a vraiment rien à voir avec le cursus. À la limite, d'ailleurs, plus les gens sont tapés 30 ans de développement personnel derrière eux, plus ils sont persuadés d'avoir bougé, persuadés d'avoir travaillé sur eux, plus ils sont à la ramasse. Je peux te le dire tout de suite, puisque eux, ils sont convaincus qu'ils travaillent sur eux, qu'ils font le bien, qu'ils pensent bien, qu'ils mangent bien, qu'ils parlent bien. À la limite, les plus frais, c'est pas eux. Les plus frais, c'est quand tu chopes des gens de 20 balais, 18, 22, qui ont fait zéro travail sur eux, qui sont grands ouverts, et avec qui, quand on échange, les trucs se remettent immédiatement très vite en place. Et là, ça va vite, c'est frais, ça avance, mais on peut pas, en fait, fabriquer un groupe idéal. Mais le frein, en fait, il est posé par le système de croyance des gens. Et leur système de croyance, il est sur... En fait, je viens pour changer, mais je ne veux pas changer. En fait, c'est ça, quand même, le truc du groupe. C'est-à-dire, je viens pour changer, mais en réalité, non. Je viens parce que je voudrais que ma vie change sans moi.
Ah, voilà, je voudrais même... C'est très très bon quand même ça. Hein. Ah oui, non mais attends, c'est même encore plus simple. C'est je viens pour savoir qu'est-ce que je devrais dire ensuite à mon conjoint pour que lui change. Oui. Hein, ça va? C'est pas ma faute, quoi. Ah non, mais on est là-dessus. Hein. C'est je viens parce que je vais faire un travail sur moi, comme ça après je rentre chez moi, je dis à l'autre, bon bah, moi j'ai fait le boulot, il n'y a plus qu'à toi. Hein. Tu sais, très souvent en fait, c'est ça. Hein. C'est je viens pour avoir le courage de me barrer, ou pour avoir la clé pour le changer ou la changer, ou pour... Mais en fait, l'idée est toujours aller changer l'autre. Il y a quand même ce truc de je veux mais je ne peux pas. Il y a quand même quelque chose qui bloque fondamentalement. Mais on ne peut pas. Moi, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas changer. Oui. Moi, tu l'as bien dit au début. Hein. Je le crois vraiment. J'ai pas d'accointance avec le développement spirituel, avec la thérapie, avec tout ça. Alors, du coup, je peux parler librement là-dedans. C'est pas mon business. Moi, je ne pense pas qu'on change. Je pense que les humains, c'est bien plus compliqué que ça. C'est pas ah bah je suis comme ça, puis ah bah alors bah avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. J'ai entendu des centaines et des centaines de personnes. Anne, je sais pas si tu te rends compte, des centaines de personnes me dire j'ai totalement changé là-dessus. Et à chaque fois que d'ailleurs le sujet montait, qu'elle me disait ah bah j'ai changé là-dessus, c'était pour s'apercevoir que non. Les gens ne changent pas. Mais tu ne fais pas un stage avec moi sans entendre 5 personnes dire ah bah justement j'avais déjà travaillé là-dessus pendant des... Non, on ne change pas. Et moi c'est mon point. Donc on accueille et on ressent en fait ce qu'on est. Je pense qu'à un moment donné, on arrête avec la croyance qu'on peut changer et on se regarde en face. Mais de toute façon, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de parler de l'idée de se changer avant même d'avoir pensé à l'idée de se regarder. Parce que les gens, ils viennent, ils veulent changer, et quand tu leur dis « Ok, tu veux changer, mais on va d'abord partir du point de départ. » Et le point de départ, c'est « Tu es quoi ?» Parce que d'accord pour te changer, mais d'accord, on va changer quoi? Donc pour savoir quoi changer, d'abord savoir ce que t'es, on est d'accord? Quand tu regardes ce que t'es, on n'est déjà pas d'accord. Les gens veulent changer d'un truc qu'ils ne savent pas qu'ils sont. C'est-à-dire ils veulent changer, mais ils sont pas d'accord pour être la personne à changer. Il faut que je te ramène ça dans du plus concret, sinon on va pas se comprendre. Non, c'est assez clair. D'ailleurs, en stage, tu prends l'exemple de si tu veux savoir qui t'es et que t'as pas trop une idée de qui t'es, regarde ta vie. Oui. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant comme vision de finalement qui on est, parce que souvent, mais ça, on sait pas trop qui on est. complètement refusé. Nous, en fait, on est dans un truc où on malaxe l'injustice à longueur de temps. C'est-à-dire qu'on est tous des héros, on est tous formidables, tout le monde fait bien. Nous, quand on est en mode faux cul, on n'est pas faux cul, on a peur de blesser. Nous, tout ce qu'on fait, c'est formidable. On est vraiment le bien. Donc ça, on ne le remet pas en cause. Et à partir de là, il va falloir accepter, on veut changer. Mais comme on fait déjà tout bien, qu'est-ce qu'on va changer? Il n'y a rien à changer, on fait tout bien. On fait tout bien. Nos problèmes avec nos parents, c'est parce que nos parents sont des cons. Nos problèmes de couple, c'est parce que l'autre est un con. Nos problèmes avec nos gamins, c'est parce que l'éducation nationale, c'est des cons. Nos problèmes de pognon, c'est parce que le gouvernement, c'est des cons. On n'a que des problèmes avec les autres. On irait changer quoi? Il n'y a rien à changer chez nous. Nous, on fait tout bien. On est juste victimes. Donc les gens, ils viennent pour changer leur état de victime. C'est vrai, hein, ils viennent pour ça. Alors, il n'y a aucun problème, on peut le faire aussi. Du coup, il faut dire, ok, alors, on va regarder, on va partir du point de départ. Donc, qui tu es. Alors, comment on sait comment tu es? Qui tu es? C'est simple, on va regarder la vie que tu as. Donc, tu es entouré que par des cons. Bon, on va tirer la conclusion la plus simple, c'est que tu es sûrement un con. Ah là, ça y est, on est déjà plus d'accord. Fin de la thérapie. C'est ça. Fin de la thérapie. Arnaud, je te voyais, tu avais envie de réagir tout à l'heure. Oui, plein de fois, oui, parce que je connais ça par cœur et pour l'avoir vécu, mais j'ai bien aimé la phrase « Le point commun entre tous ces cons, c'est moi ». C'est ça. Moi, j'ai été obligé de passer par cet endroit-là. Si je me rends pas compte que c'est moi le con, que c'est moi l'hypocrite, que c'est moi le radin, que c'est moi qui ai la trouille, que c'est moi qui suis dans la prise de pouvoir, c'est moi le queutard, c'est moi le tricheur et machin, si j'ai pas ça, mais ils veulent changer quoi, les gens? S'ils ont pas ça, restez des bonnes personnes, allez dans les églises, allez pas venir... N'ouvrez pas des livres. Non, là, Franck a l'air de faire un procès aux gens quand on écoute comme ça sans mais je le fais. Je le fais. Contexte. Ouais, je le fais. Mais attends, je fais un procès. Ouais, tu fais un procès, mais en fait, c'est quand même quelqu'un, Franck, qui s'est pris comme exemple d'étude. C'est-à-dire que c'est une totale transparence. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à être beau devant les gens. C'est ça qui fait qu'on peut l'écouter, en fait. Mais c'est ça qui fait qu'on marche. C'est ça qui fait que ça marche. Mais c'est pour ça que je me permets de faire un procès aux gens.
Je peux le faire. Aujourd'hui, j'ai assez de pouvoir et assez de notoriété, donc je peux ne pas me gêner. J'aurais sûrement pas fait ça il y a 5 ans en arrière, mais je peux le faire aujourd'hui. C'est pas la peine d'imaginer changer quoi que ce soit à ta vie tant que t'es pas capable juste d'entendre une version de toi. Parce qu'en plus, on dit pas aux gens, il suffit de lire, hein, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, il y a des bouquins. Quand je dis à quelqu'un qu'il est radin, ça n'exclut en aucun cas sa générosité. Quand je lui parle de son orgueil, ça n'enlève rien à sa possibilité et sa capacité d'être humble, etc. Donc il s'agit juste d'être capable d'avoir la maturité émotionnelle, de devenir des adultes, d'être capable de se dire, tiens, je peux être ceci et cela. Et aujourd'hui, nous, en fait, quand on dit ça, tout le monde s'esclaffe en disant c'est comme Macron, c'est du et en même temps. Et non, la nuance est interdite, on doit être polarisé, soit t'es ça, soit t'es gentil, soit t'es méchant. Non, je suis désolé, on est vraiment là-dedans. Il faudrait apprendre la nuance, à être ceci et cela, pour pouvoir d'abord regarder ce qui tourne pas rond chez soi. Et là, on pourrait l'intégrer. Et là, effectivement, notre vie passerait à autre chose, alors qu'on n'aurait pas changé. On se serait simplement accepté, pris comme on est. Moi, j'ai souvenir quand même en stage de personnes qui disaient waouh, c'est quand même une révélation. Ok, merci d'avoir apporté aussi cet angle de vue. Il n'y a pas que des gens qui sont en contre, heureusement, parce que sinon... bien sûr, voilà. Tu me connais, je suis délibérément provocateur. On est au début de l'année. J'ai envie ça t'énerve les bonnes résolutions, c'est ça ? Oui, alors les bonnes résolutions, évidemment, c'est pas ma C'était cam, ma question du début, mais je l'ai passée... Merci, ouais, c'est bien. Je pense que la 3e année, il faut arrêter. Mais effectivement... les injonctions des bonnes résolutions. C'est ça, non, de toute façon, on se connaît assez pour savoir ça, mais non, je veux juste te dire... c'est bien, énervons-nous un petit peu, quoi. Énervons-nous un petit peu. Je pense qu'on a suffisamment morflé, là, en 2023, en tant qu'Occident, pour aller regarder, en fait, que notre certitude d'incarner le bien et que notre modèle est mieux que les autres, pour qu'il soit suffisamment remué et remis en cause. Je trouve que ça nous fait un bien fou. Ça nous fait un bien fou, en fait, qu'on apprenne, et il y en a qui l'apprennent seulement. Tu comprends, il y a des gens qui sont seulement en train d'apprendre, attention, on a toujours été persuadés que nous détenions la vérité, que nous faisions le bien, que nous étions la source de l'amour et du bien sur cette planète, etc. Et il s'avère que d'autres humains ont perçu notre action comme différente, que comme on nous l'a vendu dans nos livres d'histoire. Bon, ça, là, ce qu'on est en train de faire comme travail à un niveau global, de se dire, tiens, ce serait bien qu'on se remette en cause, là... on peut le ramener, là, en 2024, on peut se dire, tiens, et si moi, en fait, j'arrêtais dans ma famille, dans mon petit cercle, avec cette certitude que moi, je fais tout bien, et que, en fait, toute la merde arrive des autres. On pourrait peut-être, faire ça. Donc, je cherche pas à faire un procès à ceux qui nous écoutent, mais juste à remuer un petit peu plus le truc et à dire, bon, allez, arrêtez un peu de déconner, là, avec, j'ai fait du bon travail sur moi, je pense bien, je fais... Non. Ça va pas, c'est pas du tout comme ça. Sur les angles morts, tu avais envie de revenir dessus, toi, Arnaud, justement, comment est-ce qu'on peut regarder nos angles morts, se regarder en face, c'était ça, s'observer, tiens, un petit peu ce que disait Franck tout à l'heure. Oui, les angles morts, c'est... de toute façon, c'est concomitant avec le pas de côté. De toute façon, on fait un pas de côté parce qu'on n'a pas vu un angle mort, de toute façon. Donc... en dehors de s'observer et d'accepter le fait qu'on a un modèle du monde qui n'est pas celui des autres, parce que ce dont parle Franck, c'est bien ça, c'est qu'on a chacun un modèle du monde et qu'on filtre la réalité par rapport à ce modèle du monde. Donc, en dehors de l'observation, et en fait, et si juste on se disait « et si ?» Voilà, juste ça, déjà. Ça serait beau, déjà. Voilà. Si on arrive à dire ces 2 petits mots-là, 4 lettres, « et si ?» Et si, moi, par exemple, j'ai une phrase qui me revient en tête souvent. Qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas. C'est ce qui me permet parce que Franck m'a appris qu'on pouvait rétrécir sa vie sans s'en apercevoir. Je sais que je ne sais rien. Par exemple, alors ça c'est acquis, je sais que je ne sais rien, mais en même temps je crois savoir des choses, mais peut-être que si je savais quelque chose que je ne sais pas, je pourrais justement voir un angle mort. Alors pour les angles morts, il y a une clé, qui est sous notre nez depuis le début. Les angles morts, c'est pas la peine de partir dans de l'ésotérique, c'est tout simple, les angles morts, les autres, c'est-à-dire ceux qui vivent avec vous,
les angles ne sont pas morts pour eux. Oui, c'est clair. Je vous le dis. Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais on Ah oui, l'oublie. tiens, au fait, by the way. Ouais, c'est un truc vraiment de base. Ouais, en fait, moi, j'ai appris énormément de choses sur mes angles morts dans ma relation avec mon ex-femme, dans laquelle j'étais dans une relation, j'ai envie de dire, relativement conflictuelle, dans le sens habituel du terme, et où, en fait, j'étais incapable de me remettre en cause, puisque je passais mon temps à me justifier ou à me dédouaner d'angles qu'elle avait sur moi, alors que ces angles, en fait, sont parfaitement probants et s'avèrent que c'était, à l'époque, des angles morts pour moi. Donc, les angles morts, c'est pareil, ça ne demande pas de thérapie, ça ne demande pas d'aller voir le perché du coin pour qu'il t'explique la vie, t'as juste à écouter ta mère, ton père, ton conjoint, ton frère et ta sœur. T'en veux de l'info, ils en ont. Oui, il y a autre chose encore qui est très utile, c'est de s'écouter, d'écouter ce qu'on dit aux autres. Et le nombre de fois où le soir, je me dis, bon, qu'est-ce que je lui ai dit à lui? Et je me dis, bah, tiens, ça c'est peut-être pour moi d'ailleurs. J'ai un exemple là, comme ça, j'ai beau à dire à une femme, j'ai l'impression que tout le monde est tout petit. Que tout le monde est tout petit? Que ton monde est tout petit. Ton monde, pardon. En fait, elle me dit, je suis dans mon monde. Ouais. Et je lui dis, j'ai l'impression que tout le monde est tout petit. Et après, réflexion, je me dis, est-ce que ce serait pas le mien qui serait tout petit, en fait? Et le nombre de fois où, a posteriori, je me dis, ça, c'est pour lui, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, c'est un bon moyen aussi. Hein. Oui. C'est vrai que ce sont des bons moyens. En fait, on va finir par tourner ça comme étant des clés, puisqu'on est vendeur de développement personnel, mais il n'y a pas de clé. C'est juste, on reprend la base avec la phrase de mon père, et si tu fermais un peu ta gueule, donc première étape, ce qui va te permettre d'écouter... Ça ferait un bon titre d'émission, tiens. Ce qui va te permettre d'écouter, en fait, ce que les autres disent, et là, t'en veux de l'info, tu vas en avoir. On est sur des trucs, les gens mettent 20 ans, 30 ans, 40 ans à découvrir que, en fait, ce que te disait ta sœur, qui a 3 ans de plus que toi quand t'avais 17 ans, bah, elle t'avait vu. Elle t'avait juste vu, et si t'avais eu l'info et que tu en avais tenu compte, bah, t'aurais fait le pas que t'es en train de chercher à faire à travers de la thérapie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une projection et à la fois une info, en fait. Exactement. Il y a Exactement. Le double mouvement elle qui est est en train de intéressant. faire une projection parce que ta grande sœur, quand elle parle, elle est en train de se parler. Oui. Et en même temps, puisque ça tombe dans ton oreille, tu ferais bien de t'en occuper. Et juste, c'est la question de la nuance, une fois de plus. Encore une fois, qu'est-ce qui nous empêche d'entendre? Je sais pas, si j'entends ma mère me dire oh, mais toi, de toute façon, t'es vraiment un feignant. J'entends ça. Si je suis dans un monde binaire où soit t'es un feignant, soit t'es un courageux, bah, comment je peux accepter ça? Je ne peux pas. Donc je ne peux pas l'entendre. Si je suis dans un monde nuancé, où j'ai une maturité émotionnelle, bah, je peux lui dire, ah oui, effectivement, oui, autant je suis capable d'effort quand je suis dans le jus, autant je suis capable d'évacuer la moindre contrainte avec énormément de facilité, tellement j'ai la trouille de devoir de voir une goutte de sueur. En fait, c'est vrai, les choses sont vraies aussi. C'est pour ça que j'aime bien sa version du « et si », parce que quand il dit « et si », il dit « et si c'était vrai aussi » ? Et si j'avais un peu de ça? Et si l'autre n'avait pas tout à fait tort? Et ainsi de suite, quoi. Juste ramener un peu de nuance, quoi. Et est-ce que tout le monde est capable de cette maturité non, émotionnelle? nous, oui, parce que bon, on est des mâles blancs de plus de 50 ans, donc on représente... Moi, et aux yeux bleus, donc on représente à peu près comme le summum. Moi, je suis obligé, je suis sur son dos depuis le départ. Voilà. Non, moi, je me considère comme étant le summum de l'humanité, donc évidemment, je pense que... Non, je pense Parce que ça vient de là. C'est ça qui doit revenir dans les stages. Ah ben oui, mais moi, j'ai une telle histoire de trauma que je peux pas. Que je peux pas quoi? Que je peux pas amener de la nuance dans mon monde? Que je peux pas ramener de l'intelligence? Tout le monde peut faire ça. Pour moi, en tout cas. D'ailleurs, c'est un postulat. C'est un postulat. C'est bien parce que je pense que tout le monde peut le faire que je structure la pensée de Franck pour en faire des formations. Non, c'est vraiment jouable. Après, moi, une fois en stage, j'en fais mon affaire. N'importe quel blocage, c'est pas le sujet. J'en fais mon affaire. C'est juste de l'empathie et de la communication. On trouvera un moyen de faire naître, de faire germer l'idée. Le doute, en fait. C'est le doute. Et le doute. Est-ce que c'est une question d'ailleurs de gravité, de blocage ou de trauma, ou même pas forcément à cet endroit-là? Assez, justement. Oui. Justement, oui. Là, je parle vraiment d'expérience, parce que je tire ça que de mon expérience, mais je suis très étonné. En fait, moins le blocage, moins le trauma est réel, plus le blocage est fort. C'est-à-dire que moi, dans mes stages, j'ai 90% des gens qui inventent leur trauma. Mais des trucs,
Ils les inventent. C'est-à-dire qu'ils regardent leur passé depuis leur avenir avec des thérapeutes, et avec des thérapeutes, ils construisent leur enfance traumatisée. Quand ils l'ont vécu, ils ont juste tracé, ils sont passés. Et ensuite, donc ils vivent leur enfance, comme toi, comme moi, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a les moments durs, les moments où on se serre la ceinture, les moments où ça va pas entre papa et maman, les moments où ça va mieux, les moments d'embellie, les moments de tristesse, les moments, le deuil qui survient, enfin, les enfances, comme on en a, tu vois, il y a ça. Puis ils rentrent dans leur vie, et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas bien, donc on est sur un deuil, une rupture, ou un sentiment d'impossibilité. Là, ils ouvrent YouTube, ou n'importe quel réseau de thérapie. Et là, on va commencer d'aller revisiter l'enfance avec comme nouvel angle et nouveaux filtres, aller tirer de l'enfance de quoi justifier tout ce qui n'arrive pas dans ta vie aujourd'hui. Donc tu baisses pas, c'est parce que ta grand-mère ceci, t'es pas heureux ici, c'est parce que ton grand-père cela, t'as pas de pognon, c'est parce que ton père se fumier, nanani nanana. Et en fait, on va aller réinterpréter ton enfance pour t'expliquer pourquoi aujourd'hui, t'as pas la vie que tu devrais avoir, puisque normalement, évidemment, puisque tu es occidental, blanc et merveilleux, tu devrais être richissime et célèbre. Donc on va aller revisiter ton expérience et te tirer des traumas de ça. Plus les traumas sont bidons et fictifs, plus ils sont indéboulonnables. Mais indéboulonnables. C'est-à-dire que moins ça a été douloureux à vivre, moins c'est dans les tripes, moins c'est horrible, plus ils sont indéboulonnables, plus en fait on est dans la posture de « je vois pas pourquoi je changerais d'avis », et ils préfèrent crever la bouche ouverte en ayant raison que d'aller remettre leur système en cause. Et c'est tout simplement parce que derrière, il n'y a pas de réel trauma. Alors que quelqu'un qui a vraiment vécu l'horreur, et j'en ai rencontré quelques-uns, mais l'horreur, Anne, des trucs où quand tu l'entends, tu peux à peine... Oui. Tu peux pas l'entendre. L'entendre te fait mal physiquement. Tu comprends ? Ça te fait mal. Les gens qui ont vécu ça, eux, ils ont un levier de transformation de leur vie qui est ahurissant. Parce qu'ils sont passés à quoi ? La survie, et donc c'était parce ça que où ils mouraient. En fait, ils sont déjà morts. Donc ils sont dans ils ont une liberté que les autres n'ont pas, ils ont un courage que les autres n'ont pas, mais surtout, ils ont une bonne foi. Parce que eux, en fait, ils ne cherchent pas à voir... Tu sais, quand tu es en train d'essayer de montrer que ta mère t'a pourri la vie à cause de son chantage émotionnel, tu es en train de regarder comment chaque détail est machin. Et il va falloir convaincre l'autre que c'est vrai. Quand, en fait, ta mère, elle t'a servi dans ton assiette ton propre caca et que tu devais le manger. Là, je veux dire, tu sais exactement ce que tu dois dépasser, tu vois. Là, on n'est pas sur des... Tu sais exactement, en fait, à quoi tu as fait face et comment on va passer à autre chose. Là, ça devient limpide. Et puis, tu n'aspires qu'à ça, en réalité. Et non, mais là, c'est plus un jeu, là. Ouais. D'ailleurs, en fait, les gens, là, ils viennent me voir, mais ils sont déjà passés à autre chose. C'est comme si ils venaient... vider les vieilles poches à pu, tu vois, mais en fait, ils ont déjà survécu. Oui. Ils sont déjà passés à autre chose. C'est fou, ça. Mais plus c'est dur, plus les gens passent très vite fort ailleurs et dans une ouverture et un amour. Ça aussi, c'est sidérant. Ça aussi, c'est sidérant. En t'écoutant, par moments, je me demande, c'est ton métier, tu en vis, donc ça, je comprends ce volet-là, et en même temps, qu'est-ce qui t'anime encore de continuer à rencontrer ces personnes avec des schémas comme ça répétitifs en permanence ? Il y a que l'enquête. J'adore ça, mais c'est un truc d'enfant. C'est un truc d'agent secret, un truc de Sherlock Holmes, un truc d'Arsène Lupin. Moi, je lisais tout ça quand j'étais gosse. Et j'adore l'enquête. C'est-à-dire que j'aime quand je regarde quelqu'un ou quand on me parle, j'aime entendre ce qui n'est pas dit, j'aime voir ce qui n'est pas vu, j'aime sentir ce qui est apparemment imperceptible. Et j'aime l'enquête qui mène au nœud et à dénouer le nœud, à éclairer une situation, à amener un angle, un contre-courant, quelque chose. J'adore ce truc-là. Et c'est ça que je cherche, en fait. D'ailleurs, ça m'ennuie, les stages, quand c'est trop facile, quoi. Tu pourrais travailler aussi pour la police criminelle, par exemple ? Non, je crois pas. Tu crois pas ? Je sais pas. Je sais pas, oui. Enfin, en tout cas, il faudrait sortir du fantasme des gens qui perçoivent, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un et quand tu le rencontres, tu vois qu'il a caché la clé dans le tiroir. Non, faut arrêter.
Ouais, le plan Cluedo, non, c'était pas, non, pas ça. Non, je suis pas là-dedans. Puis non, je pourrais pas aller. Non, mais j'aime l'enquête, c'est-à-dire j'aime même y aller à deux, tu vois, être avec une personne et aller chercher ensemble et dire alors attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'emmène à voir la vie comme ça, à la prendre comme ça et à en souffrir comme ça? Il doit y avoir un moyen. Et j'aime trouver l'endroit où tac, tu touches quelque chose et tout bascule. Tout l'autre, ça se rééclaircit, ça se relâche, ça se détend et hop. J'ai énormément de retours là-dessus. Arnaud m'en montre. C'est plaisant. Évidemment, c'est kiffant, quoi. Est-ce qu'on peut apprendre à ressentir quand on se sent anesthésié émotionnellement, justement, par rapport à cette maturité émotionnelle? Moi, j'ai appris. J'ai pris des cours en ligne. Je te jure, c'est vrai. Je te crois. Québécois. Ouais, lui, il prend des cours de tout. Donc, ouais. Et je trouvais qu'à un moment donné... Non, mais en fait, c'était le même principe. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un d'autre qu'elle avait un problème et je me suis aperçu que c'était moi le problème. Et donc, je lui ai dit, on va commencer déjà par ressentir, quoi. Enfin, par ressentir, en fait, par mettre des mots. Et j'ai appris à ressentir, à mettre des mots. J'ai commencé par ça, en fait. À essayer de mettre des mots sur... Parce qu'avant, j'avais pas de mots. On me disait, ça va? Je disais, bah ouais, ça va. Puis on me disait, bah non, en fait, je crois que ça va pas. Et j'avais pas les mots. Et j'ai appris à mettre des mots. Donc, pour moi, en tout cas, apprendre à ressentir, ça a été apprendre à mettre des mots. C'est une première étape. Moi, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que je crois que le ressenti, c'est inhérent à l'humanité. On est des machines sensorielles et tout le monde ressent. Par contre, exprimer, mettre en mots, même parfois mettre en pensée ce que notre corps a ressenti, ça peut devenir une vraie galère. Pour moi, mon métier, il est là. Mon métier, beaucoup de gens pensent que mon métier est posé sur mes perceptions, alors que mon métier est posé sur ma capacité à nommer, à mettre des mots sur des sensations fines, délicates. Tu dis souvent d'ailleurs à le respirer. Tu vois, c'est au sens propre et figuré. Il y a deux sens en fait quand tu dis ça. Tu le dis très souvent. Oui, mais c'est aussi parce que j'essaye d'avoir un langage avec Arnaud qui soit de plus en plus grand public, qui soit simplifié. Sans prérequis. En fait. Aujourd'hui, en fait, on parle d'ambiance parce que il cherche avec moi à dire mais en fait c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens chez les gens, etc. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude pour expliquer le truc que quand tu rentres dans une pièce quelque part, tu sens immédiatement l'ambiance. Il y a de l'orage dans l'air, il y en a pas, il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est pas chaleureux, c'est cul-pincé, c'est détendu, tu sens l'ambiance. Et je lui expliquais en fait que j'avais la même sensation quand je rencontrais quelqu'un. C'est-à-dire c'est exactement comme d'entrer dans une maison, il y a une ambiance. Il est une ambiance, quoi. On se trimballe une ambiance. Et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à parler en termes d'énergie, c'est-à-dire quelqu'un, je disais il a une énergie tu vois, alors qu'en fait quand tu parles d'ambiance, tu comprends mieux déjà le mot respirer dont tu me parlais il y a une seconde. Mais en fait il s'agit de ça, c'est d'être à l'écoute, dans le feeling, dans l'ambiance. Voilà, je suis dans l'ambiance. Dans cette ambiance-là, comment tu la décrirais, toi, Arnaud? Effectivement, je pense on pourrait dire le charisme de quelqu'un, d'ailleurs. Quand on dit quelqu'un... c'est une des ambiances possibles. C'est une des ambiances possibles, oui. L'ambiance, c'est ce qui émane de nous, en fait. C'est ce qu'on se trimballe avec nous. Quand on se croise, il y a des gens, on n'a pas envie de s'y frotter. Et d'autres, on a envie de se rapprocher. C'est ça, l'ambiance, en fait. C'est ce qui donne envie ou pas. C'est ce qui dégage. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dégage. Absolument. C'est ça. Et on trouve qu'ambiance, tu vois, nous permet d'aborder ça par quelque chose qui est on peut parler du mot ambiance avec le monde entier. Personne grimpe au rideau. Il n'y a pas d'interprétation. Et l'idée, c'est de se débarrasser de la croyance qu'il y a quelque chose de magique. Parce que de penser que la magie est quelque part, ça la repousse. Ça donne aux gens la croyance que quelqu'un détient la magie et qu'il faut aller rencontrer cette personne. Ou qu'un lieu détient une magie et qu'il faut aller rencontrer ce lieu. Dès qu'on fait exister la magie quelque part, elle s'absente à d'autres endroits. Et du coup, on se met à courir. Et du coup, dès qu'on arrête de parler en termes de magie, d'un seul coup, elle redevient disponible pour tout le monde.
je ne sais pas si, une fois de plus, je suis clair. J'essaye, en tout cas avec les gens qui m'écoutent, de faire sortir toute cette logique d'angle mort, de polarité, des nœuds de la psychologie, etc. De débarrasser tout ça, de tout ce qui est de l'ordre de la pensée magique, de la pensée magique, de la spiritualité ou du gogo spirituel, ou et de ramener ça dans un truc le plus simple, le plus humain, le plus basique possible. Plus on fait exister la magie, plus elle nous devient impossible. Exactement comme lorsqu'on nous fait parler de Dieu, on parle de Dieu, et après avoir parlé de Dieu, on va parler du chemin qui y mène. Après avoir parlé du chemin qui y mène, on va parler des gens qui connaissent le chemin. Une fois qu'on a parlé des gens qui connaissent le chemin, on va parler de religion. Et une fois qu'on va être en train de parler de religion, on aura complètement oublié la relation à Dieu. Et le meilleur moyen pour moi de perdre Dieu, c'est d'entrer en religion. C'est exactement la même chose avec la magie. À chaque fois que je vais créer de la magie, je vais perdre la magie. Celle qui est vraiment là, qui est disponible et qui n'a rien de magique, sauf dans l'application concrète et dans la transformation, puisqu'on est c'est le thème qui va se produire dans ma vie. Ce qui est quand même assez troublant, il m'est arrivé de voir... Hein, tu dis ? J'ai peur de ne pas être clair aujourd'hui, dans le sens c'est toujours la même idée. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que quand on va, par exemple, là tu parlais de la magie, on cherche absolument la magie, forcément on va aussi retomber dans une forme de polarité ou quelque chose de binaire et qui va enlever en fait une forme de naturalité dans un phénomène. En fait, c'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. Disons que quand on pense que la magie est ailleurs, elle est ailleurs. C'est tout. Et je pense que du coup, le mot magie, comme il n'est pas légitime, puisque la magie, c'est le monde de l'imaginaire et de la fantasmagorie. Vous avez démarré sur Harry Potter, l'agent de sorcier. Donc, du coup, ça devient inaccessible. Donc, je veux ne plus parler en termes de pensée thérapeutique, magique, spéciale, spirituelle, etc. Et revenir le plus possible à un truc qui est pour tout le monde, partout, tout le temps. Est-ce qu'on peut nier pour autant que la thérapie soulage, fait du bien, soigne des gens, guérit ? Pas du tout. Non, ça fonctionne super bien. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. J'ai juste pas du tout envie d'être confondu avec les thérapeutes, quels qu'ils soient. Que pour moi, un chirurgien est un thérapeute. Et quelqu'un qui fait de la somato dans son petit cabinet en Bretagne fait de la thérapie. Et heureusement que ça existe, puisqu'on est tous à moitié cassés les uns les autres, donc c'est super. Par contre, j'arrête de confondre le monde de la thérapie, donc je suis malade et je vais régler un problème, et celui du développement personnel, de la connaissance de soi, de la quête de soi. Je veux vraiment décorréler les deux, parce que j'ai énormément de thérapeutes qui sont passés chez moi, mais énormément, ça se compte en milliers, et la plupart étaient vraiment compétents dans leur domaine et lourdés dans l'humain, mais lourdés. C'est-à-dire, je suis un super thérapeute, mais je continue de penser que ma maman me veut du mal parce que gna gna gna, et je suis toujours en guerre avec ma sœur, et j'ai toujours rien réglé avec mon père, et je continue de faire la guerre, et je continue de me comporter comme un bébé, et je continue d'avoir des... Mais par contre, dans ma partie, en tant que thérapeute, je suis un cador. Et ça n'amène pas forcément de la maturité émotionnelle. Ça n'amène pas forcément un sentiment de liberté, de légèreté d'ailleurs. C'est pour ça que je les trouve aussi dans mes séminaires. Arnaud, tu avais envie de réagir ? Oui, tu disais, Franck, que de toute façon, toi, tu intervenais après la thérapie. Oui. C'est ça que je trouvais intéressant. Oui, après, avant, pendant, ce qu'on vous voulez, mais en tout cas, c'est décorrélé. Tu avais dit après, en tout cas. Oui, je dis après parce que, pour une raison simple. Si je dis que j'arrive après la thérapie, c'est pour les gens qui vont voir des thérapeutes parce qu'ils ont été victimes de quelque chose. Donc, tu as été victime d'abus, tu as été victime de viol, tu as été victime de violence, d'agression, d'attentats, de machin.
Dépêche-toi d'aller te faire reconnaître comme victime déjà, parce que c'est un boulot de dingue. Reconnaître qu'on a été victime, reconnaître ce qu'on nous a fait, arrêter d'avoir l'impression c'est nous le coupable. Tu sais, j'imagine que tu connais ça par cœur, il y a un cheminement de dingue à faire lorsqu'on a été victime de quelque chose, et c'est pas moi qu'il faut venir voir pour faire ça, il faut aller voir des pros de ça. Et il y a plein de professionnels qui vous aident à faire ce boulot de vous reconnaître comme victime, de vous faire reconnaître comme victime, etc. Mais une fois que le boulot a été fait, une fois que tout ça a été fait, tu t'es reconnu comme victime, tu as fait le boulot de rédemption nécessaire. Et tu as envie d'avoir un nouvel angle de vue sur pourquoi toi, et pourquoi c'est arrivé dans ta vie, et comment là, tu peux venir me voir. Tu vas voir tous les angles morts. Mais ne viens pas voir les angles morts tant que tu n'as pas fait le travail de base qui doit être fait justement par un thérapeute professionnel. Merci pour cette précision. Tout à l'heure, tu parlais, on va terminer là-dessus si vous le voulez bien, même si on avait dit qu'on avait une semaine devant nous, au début de cette émission hors antenne. Tu parlais de liberté intérieure. Quand on a cette forme de liberté intérieure que tu as maintenant, en tout cas il me semble, Franck, qu'est-ce qu'il y a qui s'installe ? Est-ce que c'est une paix ? Est-ce que c'est d'être bien installé à l'intérieur de soi ? Comment tu pourrais le qualifier ? Puis ce sera pareil pour toi, Arnaud. Moi, la sensation que ça me donne, c'est une sensation agréable et désagréable. Alors, il y a une sensation désagréable qui est une sensation de solitude. C'est-à-dire quand tu sais, en fait, que ta lecture du monde est impartageable et que tu es le seul à prendre le monde et à le respirer, à le vivre, à le sentir comme tu le ressens, du coup, l'expérience devient impartageable. Et si ton angle de vue est douloureux, et que tu sais être la source de cet angle de vue douloureux, bah c'est difficile. Tu te sens seul et tu te sens con de regarder le monde comme tu le regardes quand il te fait mal. Mais en même temps, je veux garder ça, c'est-à-dire que je veux continuer de pouvoir souffrir de ça, parce que de l'autre côté, c'est ce qui me donne la possibilité de ne pas être soumis à l'anxiété. Je ne vis pas d'anxiété par rapport au climat, par rapport à la politique, par rapport à la géopolitique, par rapport à la pollution, par rapport à... je ne vis pas ces anxiétés-là. Par rapport aux enfants, par exemple ? Par rapport aux enfants, par exemple. Tu n'en as pas ? J'ai... comme je le disais, mon angle de vue sur tout ça, qui est impartageable, et quand mes angles de vue me font souffrir, ils me font souffrir. Mais en même temps, c'est d'accepter d'avoir mal quand ça fait mal, d'accepter de souffrir quand ça fait souffrir. Pour moi, c'est la clé. J'en ai pas d'autre, donc je me l'applique. Pour le moment, j'en suis à cet endroit-là, si tu veux, Anne. Je vis des trucs. Là, il y a eu un événement dans ma vie vraiment, vraiment chaud cette année, là, au mois d'août. Donc l'année dernière. Extrêmement violent. Je pense que celui-là, je vais mettre des plombes et des plombes à le digérer. C'est vraiment douloureux. Et en même temps, comment vous dire ça ? D'être capable de supporter la douleur, d'être capable de supporter l'émotion désagréable et la souffrance quand elle se présente, c'est aussi ce qui me donne ma liberté de regarder le monde, de prendre le monde comme je le veux, de me tenir droit face à la vie, de pas chercher des refuges toutes les 5 minutes, de pas vouloir chercher des coupables toutes les 5 minutes, parce que moi c'est ce qui m'exaspère le plus dans le monde aujourd'hui, c'est que dès qu'on est touché, il faut savoir qui nous a touché et il faut le dézinguer. Moi je supporte plus ça. Donc je veux bien, je suis touché, je vis quelque chose qui me touche et j'ai pas besoin de chercher un coupable, j'ai pas besoin de chercher à ce que justice soit faite, je n'ai pas besoin de rétablir le grand ordre du vrai et du bien auquel je ne crois pas. Et donc cette liberté qui est d'être capable de souffrir me donne la liberté d'être capable de me sentir libre et léger quand je le souhaite. Voilà, j'ai pas besoin de faire justice, de régler mes comptes, de chercher des bourreaux, de traiter les gens de toxiques ou de dysfonctionnels, de les mettre à distance. J'ai pas besoin de faire de guerre pour être en paix.
Moi, ça va être plus court. Hein. Je sais pas je suis touchée par ce que vient de dire Franck, moi en tout cas. Ouais. Franck, attends, c'est et moi qui Arnaud. parle, bordel. Vraiment, ça doit être un peu touchant. Ah ouais, c'était touchant, ouais. Ouais, merci, quoi. Je me fais quand même chier, quoi. Attends, bravo, Franck. Tout ce laïus, là, je l'ai écrit il y a 15 jours. Je l'ai appris par cœur. Je voulais que ça sorte bien. Arnaud ? Pas mal. Pas mal, oui. Du coup, c'est dur d'enchaîner, de refaire une conclusion derrière. Non, parce que je ne me compare pas à Franck, donc j'ai cette chance. Non, oui, oh là là, il est tranquille. Il sait où il est et il sait où je suis. Oui. Ouais. J'ai mal à la nuque à force de lever la tête, tu vois. Ah, moi, j'étais sur l'inverse. Ah, ok. Ah non, moi, je pensais que tu étais 56 ans, quoi. Oui, c'est ça. Je veux dire... Je suis plus loin grand. devant. Tu pourrais être mon père. Oui, c'est vrai, carrément même. Mon petit gars. Et si un peu tu fermais ta gueule? Ah, putain. J'ai l'impression que je fais des boucles, docteur. J'ai l'impression... Bon, allongez-vous, s'il vous plaît. On est bien parti pour une semaine, je vous le dis, moi. Une année. Allez, je vais 2024. répondre à ta question. Oui. Moi, ça m'a apporté toute cette gymnastique mentale, parce qu'en fait, c'est qui m'amène à ressentir, en fait, beaucoup plus finement. Ça m'amène de la tranquillité et toujours plus d'ouverture. Et je pense que c'est ça et avec une excitation derrière, de toujours découvrir encore plus large. Et c'est ça que la pensée de Franck m'a apporté. Pour moi, une vie, ça dure une journée. C'est-à-dire que chaque matin, je me lève, j'entame une nouvelle vie. Donc, je suis inquiet de rien. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, j'ai les clés, en fait, pour pouvoir réagir, pour pouvoir accepter de ressentir ce que j'ai à ressentir, ce que je ressens. Et c'est là que je suis reconnaissant, en fait, de ma rencontre avec Franck. C'est que je perçois bien, il parlait de nuances, et moi, je n'étais pas du tout nuancé quand je l'ai rencontré. J'ai gagné en nuances, j'ai gagné en maturité, énormément, en distanciation. Ma relation avec les autres, tu le disais toi-même, comment tu fais pour voir où t'en es? Tu regardes ce que tu vis. Eh bien, c'est simple, je regarde ce que je vis avec mes parents, avec ma fille, ma sœur et mes amis. Tout ça, c'est fluide, c'est simple. En fait, la vie est plus simple. Merci infiniment à tous les deux d'être venus faire un tour dans Métamorphose, Franck Lobvet et Arnaud Lecanu. Je rappelle que nos auditeurs peuvent retrouver vos programmes de coaching sur processus.francklobvet.com. C'est bien ça, Arnaud? Oui, ça existe. Ouais. Ça existe? Ouais, tu fais VOD, vous faites vod.francklobvet.com et vous avez tout. On a tout. Et puis évidemment, ton dernier livre, Ton autre vie, aux éditions Erol, que j'ai eu la joie de publier chez Erol. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci, bonne année. Yann. Merci, oui, bonne année à tous. Bonne année à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.